Hier, évoquer le destin de la CEDEAO et l'analyser à l'aune des différentes crises, de sa façon de les gérer, surtout de ses marges de manœuvre. Comme vous l'avez constaté, l'organisation a été ces dernières années, plus encore en 2023, face aux crises politiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger, au cœur de polémiques liées à son attitude. Quelles en sont les réalités et quelles sont les réalités de ces marges de manœuvre? Est-ce que nous ne nous acheminons pas vers la fin d'une organisation qui aura vécu pendant un demi-siècle environ? On fera le débat. Justement, parlant de crise en Afrique de l'Ouest et surtout du destin de l'organisation sous-régionale, nous allons à l'étape de la rubrique économie avec Clément Tchadé, évaluer les impacts économiques de la décision de 3 pays de sortir de l'organisation. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont allés créer l'Alliance des États du Sahel. Crise toujours en Afrique de l'Ouest également. Nous allons parler de celle qui est en cours au Sénégal et qui met Dakar en ébullition depuis quelques jours maintenant. Il s'agit du report de la présidentielle. Avec notre invité au téléphone, nous allons constater la tension sur place dans les rues de la capitale sénégalaise. Et puis, on parlera aussi de Coupe d'Afrique des Nations, puisque vous vous rappelez certainement, l'équipe du Sénégal, annoncée comme la plus favorite de la compétition, a été sortie à l'étape des 8e de finale. On en parlera. Bienvenue à tous. Et c'est le rendez-vous, le tout premier sur Actu Matin, c'est la une des journaux Fraternité. Nous parle ce matin du respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO dos au mur après le Niger. Elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle. Au Sénégal, géopolitique et organisation régionale en Afrique, les données changent, les programmes scolaires en question, avis de recrutement de consultants par la dette. Le matinal marché international de capitaux à la page 3, le journal vous apporte cette précision que le Bénin lève 750 millions de dollars US, ce qui est un exploit selon le journal en Afrique. Jackpata, Cour constitutionnelle, des juristes attaquent le décret de nomination de ministres conseillers. Achetez le journal, découvrez les détails. Abandon du terrain politique à la merci de l'opposition. Là, nous sommes avec le Soleil Bénin Info. Députés et autres soutiens entre ingratitude et infidélité envers Patrice Talon, le Télégramme, collège de ministres conseillers, un cadeau de fin de mandat de Talon au parti UPR et BR Libération. Mobilisation avec succès de 750 millions de dollars US sur une maturité de 14 ans. Le Bénin émet une obligation internationale historique. Matin libre, initiative JFD, Jeunesse Force Dynamique. Djogbenou tue la réforme du système partisan. Le confrère de la matinée, JO Paris 2024, un Béninois sélectionné pour porter la flamme olympique. De qui s'agit-il? Désiré Diaito. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Zoom sur la personne à travers donc le confrère de la matinée Sénégal. La CEDEAO lâche le président Macky Sall après le report de la présidentielle. Comment cela? Le journal vous l'explique. Et puis, réoccupation, l'espace public à Cotonou, les mises en garde du maire Luc A. Trocmo à lire dans l'école du journal. L'événement précis ce matin. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO dos au mur. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle. Au Sénégal, géopolitique et organisation régionale en Afrique, les données changent, les programmes scolaires en question, avis de recrutement de consultants par la dette. Et voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité. Cet article réflexion analyse du journal. À la page 3, la CEDEAO et son destin désormais. L'organisation a le dos au mur d'après l'avis et l'analyse donc du journal qui voit un peu la géopolitique sous-régionale. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Ça chauffe dans les rues Dakar
Dakar, la CEDEAO a sorti coup sur coup 2 communiqués. Le deuxième qui a aussi un peu plus de temps vis-à-vis donc des acteurs politiques là-bas. Il faut bien qu'ils se débrouillent en tout cas pour établir le calendrier électoral. C'est ce qu'on peut retenir de ce communiqué à retrouver notamment au niveau donc de cette page 3 de Fraternité et légèrement un peu plus en bas. Le communiqué donc, le deuxième de la CEDEAO, acheté le journal, découvrez un peu la position de l'organisation sous-régionale. Toujours parlant justement du Sénégal, eh ben, Fraternité en sa page 9 et au chapitre donc de l'actualité internationale propose Sénégal, Alliance des États du Sahel, le défi de la CEDEAO, en même temps qu'il faut régler ses caprices, doit-on dire, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il faut aussi songer aux rues de Dakar qui se chauffent là-bas, eh ben, avec quelques arrestations d'élus députés. Le journal vous propose un point, dois-je dire, de la situation avec surtout les marges de manœuvre de l'organisation sous-régionale. Parlons maintenant de football avec cette CAN. Et aujourd'hui, la messe est de retour avec les demi-finales qui se jouent à partir de 18 h. L'Afrique du Sud qui va affronter le Nigeria à 18 h. Et puis le pays organisateur qui va affronter la RD Congo. Quelles sont les chances de chaque équipe? Fraternité vous propose sa lecture en 2 pages comme c'est son habitude. Le Nigeria, une grande nouvelle qui tombe en tout cas pour Osimhen, Victor Osimhen avant la demi-finale. Lui qui était annoncé un peu indisponible, il a finalement rejoint Bouaké où se jouera donc la demi-finale face à l'Afrique du Sud. À Dengra Diakité, la nouvelle vague ivoirienne. C'est donc les deux qui tiennent, je dois dire, le haut du pavé désormais à Abidjan. Même si du côté ivoirien, on annonce 4 défections pour accumulation de cartons. On verra bien quelles sont les chances de ces 2 équipes qui se qualifient ici donc pour la demi-finale qui se joue aujourd'hui. Vous avez toujours les échos de la CAN avec désormais que l'Égypte a un nouvel entraîneur. Hervé Renard qui avait été annoncé, eh bien, ne sera pas retenu, mais plutôt un grand homme de cette sélection, je dois dire, égyptienne de Pharaon. Le nouveau sélectionneur s'appelle Hossam Hassan, la grande star avec qui d'ailleurs les pharaons d'Égypte ont réussi à décrocher 3 fois d'affilée la Coupe d'Afrique des Nations. Détail pour détail, achetez Fraternité, allez à la page 7. De retour à Cotonou, vous avez à la page 4 le calendrier des examens et concours nationaux. Cela s'étale sur 3 pages environ, de la 4 à la 6. Eh bien, maintenant place au bulletin de l'information. Ce sera avec, vous le savez, vous le devinez, Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin que vous aurez à nous présenter, eh bien, les images de la création annoncée de 4 agences, dois-je dire, de sauvegarde de la culture derrière les aires socioculturelles au Bénin. Les images donc de la conférence de presse tenue par Jean-Michel Abimbona, ministre en charge de la culture, qui était hier face à la presse pour expliquer un peu la pertinence du projet. Elle s'inscrit dans la droite ligne, cette initiative, des actions visant à révéler davantage le Bénin, nous confie-t-il lors de sa rencontre avec les professionnels des médias sur ces images. Et puis le réseau de téléphonie mobile Move Africa a un nouveau produit pour sa clientèle. Il s'agit de Pack Move Money, lancé lundi dernier à Cotonou. Ce service a pour but de rendre plus accessible et plus avantageux les transactions financières en République du Bénin. Florence Bossa nous donne quelques détails sur cette actualité-là. Vous avez compris, c'est un public reportage à suivre. Voici donc le bulletin. C'est le mot d'ordre depuis 2016. Il faut révéler le Bénin. On est toujours dans cette droite ligne-là. En plus des nombreuses initiatives prises pour concrétiser cette ambition, Tidi, eh ben, le gouvernement a décidé de la création de 4 agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles au Bénin. Tanguy, on parle d'agence culture de sauvegarde des cultures d'Adjatado, Yoruba et du Grand Borgour des montagnes. Le bien fondé de cet acte du gouvernement est attribué au champ d'investissement
Le bien fondé, je vais dire, de cet acte, les attributions, le champ d'inadversité de la mission de ces agences ont été dévoilés par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. C'était hier à Cotonou. Idrissou Boukari nous en parle. En Conseil des ministres, le mercredi 31 janvier 2024, le gouvernement a annoncé la création de 4 agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin. Il s'agit des agences de sauvegarde des cultures Adjatado, Yoruba, du Grand Borgou et des montagnes. Elles ne disposent pas de territoire physique de compétences, mais couvrent plutôt des espaces socioculturels. En conférence de presse ce mardi 6 février 2024, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts vient donner des précisions sur le projet. Quand nous parlons de Adjatado, on peut trouver Adjatado sur l'ensemble du territoire national. On ne dit pas seulement que Adjatado, c'est le sud du Bénin, ou que c'est seulement le Zou, c'est seulement l'Atlantique, c'est seulement le Mono-Koufo. Non, vous pouvez trouver la culture Adjatado, y compris dans le Borgou, y compris dans les collines, y compris dans le plateau, y compris même dans la Liborie. Donc voilà, il n'y a pas une compétence territoriale, géographique définie. Quand vous prenez le Yoruba, c'est la même chose. Donc, vous pouvez trouver évidemment du Yoruba aussi bien dans le Borgou, vous le savez bien. Si vous prenez Tchaourou, par exemple, c'est le Borgou. Vous pouvez en trouver dans la Donga. Si vous prenez Manigri et autres, ben, c'est la Donga. Vous pouvez en trouver, y compris dans la Liborie. Moi, je connais, disons, des souches Yoruba à Kandi ou ailleurs. Évidemment, dans l'Atlantique, à Bomé-Calavi, il y en a pas mal, dans le littoral, dans l'Ouémé, dans le plateau. Donc vous voyez bien que ce n'est pas géographique. L'objectif du gouvernement est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. La mission et le champ d'intervention de ces agences sont bien définis. Alors, quel est le travail que nous avons confié aux agences? Les agences nous doivent travailler sur la sauvegarde et la valorisation. Ça a été dit, la conduite de recherche scientifique pour l'identification, la documentation, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, je l'ai dit, la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine, la contribution à l'économie touristique, le renforcement des dispositifs de médiation culturelle, le renforcement des collections des institutions muséales et patrimoniales et touristiques. Les 4 nouvelles agences viennent faire disparaître l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey et celle de réhabilitation de la ville de Porto Novo. L'initiative du gouvernement vient renforcer les différentes actions entreprises pour révéler le Bénin au monde à travers sa culture. C'est un reportage d'Idrissou Boukari présenté par Candide Rourentor. Et puis, cette actualité qui concerne notre corporation, les professionnels des médias sont en formation depuis hier à Cotonou. C'est une initiative du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Bénin qui a pour but d'outiller les journalistes sur la gestion des urgences de santé publique et la mise en œuvre des activités du dit projet. Le point de la cérémonie d'ouverture de la rencontre avec Hugues Vingbe et Elvis Toncoin. Associer les hommes des médias, toutes catégories confondues, à la gestion des épidémies au Bénin. C'est la vision derrière cet atelier organisé par le projet REDICE. L'activité consiste à renforcer les capacités de ces acteurs sur la gestion des urgences de santé publique et la mise en œuvre des activités du projet. C'est surtout pour renforcer votre capacité sur le rôle que vous aurez à jouer en cas d'épidémie au Bénin, en cas de crise sanitaire. C'est surtout vous outiller afin que vous puissiez donner en temps réel ou partager en temps réel des informations vraies
vérifier pour accompagner réellement tout l'arsenal mis en place aujourd'hui pour faire face aux épidémies. Les journalistes en santé et les animateurs d'émissions en santé sont les relais essentiels pour informer le public sur les mesures préventives, les signes d'alerte précoce et les actions à entreprendre, contribuant ainsi à renforcer la préparation et la réaction de la communauté en cas de crise sanitaire. L'intérêt de cette double formation des professionnels des médias réside également dans la vulgarisation du projet Rédissé, une initiative du gouvernement béninois financée par la Banque mondiale. L'impact du projet, d'abord, c'est d'informer que le projet Rédissé vise à ce que les populations soient informées de ce que le projet fait, le gouvernement béninois fait à travers ce projet, mais aussi permettre que le projet intervienne dans tel ou tel secteur d'activité, santé humaine, santé environnementale et santé animale aussi. L'agenda concocté pour l'occasion est riche de plusieurs activités, dont la diffusion d'un film documentaire sur la capitalisation des acquis du projet Rédissé, la présentation de 5 différentes communications et des visites de terrain. L'atelier est prévu pour durer 1 journée et demie. Les administrés de bien vouloir se prononcer sur... Merci à vous, Hugues Viyingbe. Le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, et c'est en image, président de l'Association nationale des communes du Bénin, était dans les communes de Segbana, de Malanville, week-end écoulé. C'est une initiative qui a pour but de constater la mise en œuvre du projet prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, en abrégé Prévent. Dans ces 2 communes bénéficiaires, les infrastructures visitées sont dotées d'un forage ainsi que d'un système d'énergie solaire. Le site va permettre aux femmes de travailler dans de bonnes conditions. Plus de précisions à suivre dans nos prochaines éditions avec Esther Tofa. Et puis, cette actualité qui concerne le réseau de téléphonie Move Bénin, Pax Move Money, ainsi se dénomme le nouveau service que propose le réseau de téléphonie à sa clientèle, lancé le lundi 5 février 2024 à Cotonou. Ce service a pour but de rendre plus accessible et plus avantageux les transactions financières au Bénin. Il prend en compte plusieurs types de besoins des clients. Ingrid Day. Dites désormais bye-bye au stress quotidien lié aux frais de transaction financière avec les packs Move Money. Cette initiative novatrice Move Money du réseau de téléphonie mobile Move Africa vise à redéfinir l'expérience des transactions financières par téléphonie mobile en offrant des solutions pratiques et accessibles pour ses partenaires et clients. Sont associés au pack Move Money 4 services, à savoir le transfert d'argent entre clients, le retrait d'argent, le paiement de factures SBEE et le transfert international. Move Money s'est posé la question comment faciliter l'accessibilité à tout le monde, mais surtout construire une relation de long terme avec ses clients. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui Move Money a amené sur le marché ce qu'on a appelé les packs Move Money, qui vont sûrement changer la façon dont on va faire les transactions de monnaie électronique dans les jours qui viennent. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce n'est pas juste une évolution qu'on apporte sur le marché. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment apporter une révolution dans la façon de faire les transactions financières. Ils sont nombreux ces avantages liés au pack Move Money. Et pour en jouir, il suffit de souscrire à l'un des 6 différents packs disponibles. Il s'agit des packs Saphir, Bronze, Argent, Or, Platinium et Diamant. Les différentes interventions qui ont meublé la cérémonie de lancement des packs Move Money ont permis d'exposer aux partenaires et clients de Move Africa leurs avantages. Moi, je ne suis pas étonné en tant que partenaire de Move à voir cela parce que dans ce partenariat, nous découvrons Move qui scrute régulièrement ses tarifs afin d'offrir le meilleur aux populations. Avec Bye Bye les frais, c'est sans limite de transactions pour les abonnés et pour cela, ils auront besoin du virtuel
suffisamment. Et donc, nous, on garantit à Move qu'on pourra mettre suffisamment de disponibilité sur le terrain. CEPAC Move Money s'érige comme une réponse concrète et novatrice aux préoccupations des clients concernant les coûts associés aux transactions financières. 855-12, c'est le code à taper pour accéder à ces packs. Une fois activés, ils sont valables pour 30 jours. Merci Florence Bossard. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet exercice matinal. C'est un plaisir pour moi de rester en votre compagnie depuis lundi dernier. Je vous retrouve la semaine prochaine si Dieu nous prête vie. Tanguy Agoyi, bonne journée. Et Dieu nous prêtera vie. Teddy Goudala, merci pour le service de ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons faire place maintenant aux actualités sportives. Allez, Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, ce matin, au menu, et vous le savez, on peut le deviner, les programmes de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va commencer à 18h avec un certain Nigeria, Afrique du Sud. On aura tout à l'heure quelqu'un qui est sur place là-bas pour nous faire quelques points avant un match, mais avant, quelques avis à recueillir. Oui, bien entendu, Tanguy. Donc, pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire, les affiches, comme vous avez supplanté le décor, démarrent aujourd'hui. Ces affiches des demi-finales, bien entendu. On aura au programme donc le Nigeria qui affrontera l'Afrique du Sud à 18h. Et puis, dans la même journée, à 21h, la Côte d'Ivoire sera donc face à la République démocratique du Congo à 21h pour finir avec cette étape des demi-finales. Mais avant, du côté d'Abidjan, comment se comportent les populations? Comment les Ivoiriens attendent cette explication? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont les pronostics? Nous avons essayé de recueillir quelques propos, bien entendu grâce à nos confrères qui sont de l'autre côté du Coral Zone. Bon, à mon avis, ça sera un match un peu difficile parce que la RDC pratique aussi de bon football, parce qu'ils ont une défense de fer, parce que depuis la compétition, ils n'ont pas perdu de match. Quand vous regardez les matchs de poule, ils ont fait 3 matchs nuls, ils n'ont gagné que les premiers matchs pour aller, donc ça sera un peu difficile. Maintenant, la Côte d'Ivoire aussi, comme on le dit, l'équipe revenante qui revient encore de loin, elle aussi, elle organise sa CAN. Elle n'a pas dit son dernier mot, mais ça sera un match tendu et difficile. Mais je pronostique pour la Côte d'Ivoire, victoire de la Côte d'Ivoire, juste 2-1. La Côte d'Ivoire a la capacité. Vous voyez, disons, tout ce qu'on a traversé, c'est Dieu qui a fait. Donc, mettons plus Dieu devant. Avec la foi, c'est de gagner le RDC. Alors, quel est votre pronostic? Qui va marquer? 2-0. 2-0. Merci. Bien sûr, ça c'est sûr. 4-0 ou bien. Et vous comptez sur quoi pour être sûr que les éléphants vont gagner? Non, moi je compte sur Zay et puis bon, comment il s'appelle là, le jeune Adengra. Oui, je crois que la Côte va rencontrer plusieurs difficultés dès le début, mais on s'est déjà relevé et je crois qu'on va partir. J'ai confiance et je sais qu'on va reporter, on va le qualifier. J'ai confiance. C'est le milieu, il joue très bien. Le milieu avec Ségou Fofana, surtout Ségou Fofana là. C'est avec Ségou Fofana seulement on va gagner. On n'en doute même pas. Je suis fier. Et puis l'entraîneur aussi, avec ces techniques là, j'espère qu'on va gagner. Donc il y aura coup de marteau demain? Oui, bien sûr. Les matchs là, ça va finir. Depuis 45 minutes là, ça va finir. Ça va finir depuis le premier minute là, ça va finir. On gagne ou on gagne? Au moins 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Chez nous, on dit qu'Abri, on n'a pas payé de couteau. Quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité pour avoir payé de lui. On gagne ou on gagne. Voilà. Pourtant, il y a 4 absents pour la Côte d'Ivoire demain. Il y a 4 absents. 4 joueurs seront absents. Ça, c'est pas un problème. Le banc est rempli de super joueurs. Le banc même, c'est une équipe très dangereuse. Voilà. Alors, votre nom? Mon commandant. Hey! Vous déférez le mot. Mon nom à l'état civil, c'est Serido. Voilà. Un enfant du peuple, fier de son pays. En tant qu'un patriote, vous voyez qu'il est chargé de drapeaux partout, des colliers, tout ça là pour faire savoir la culture ivoirienne à la nation.
Voilà, tout ce que vous voyez depuis le matin, je bataille pour la nation. D'accord, donc demain, victoire pour la Côte d'Ivoire. D'accord. 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Merci. Allez, les Ivoiriens sont optimistes, Tanguy, pour cette explication qui s'annonce, je dirais, très difficile. Bien entendu, on l'a entendu dans les différentes interventions, très difficile pour la Côte d'Ivoire parce que l'adversaire aussi, c'est une équipe qui n'a pas encore perdu, qui n'a perdu aucune rencontre jusqu'à cette étape. C'est une solidité défensive avec son capitaine. Chancel Mbeba, bien entendu. Tout à fait. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Allez, on va passer au coup de fil. Oui, avec notre confrère qui est de l'autre côté, Blaise Adanko. Blaise, bonjour. Blaise Adanko, bonjour. Il y a quelques soucis, hein, visiblement, avec la ligne. Oui. Blaise Adanko est journaliste au niveau de l'Office de radio-diffusion et télévision du Bénin, qui est sur place là-bas en Côte d'Ivoire et qui suit d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations au profit de cette maison-là. Blaise Adanko, bonjour. Est-ce que Blaise Adanko nous entend? Je vous entends très bien. Cette fois-ci, oui. Bonjour. C'est toujours compliqué, hein? Non, là, je vous entends, je vous entends. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui, je vous entends très bien. Merci d'avoir décroché notre appel. Hein. Je rappelle que vous êtes sur place en Côte d'Ivoire, d'où vous suivez, je dois dire, la Coupe d'Afrique des Nations dans sa version de la 34e édition. On est à l'étape de demi-finale. Ali Moumouni, c'est lui qui vous reçoit. Bonjour Blaise. Bonjour Ali, bonjour aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors Blaise, vous êtes aujourd'hui, vous êtes du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui démarrent les rencontres des demi-finales. D'abord, dites-nous comment la qualification du pays hôte a-t-elle été célébrée? Alors déjà, il faut dire que nous, on réside à Yopougon, à 1000 de Trècheville, et à quelques 303 km de Bouaké, où c'est donc joue la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais écoutez, la qualification, quand on était à Trècheville, parce qu'on a suivi le match à Trècheville, mais pour quitter déjà Trècheville, pour venir à Yopougon, c'était pas du tout facile, c'était la joie un peu dans les rues d'Abidjan, c'était le torito au niveau donc de la rue d'Abidjan, à Yopougon. On ne va pas citer également les autres villes, hein, parce qu'il y avait donc les villages de la Cannes qui ont été ouverts donc à cette occasion, mais c'était la joie, beaucoup de joie au niveau donc de la population qui, pour elle, l'expression, c'est bien évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui, pour tout le monde, décide entre les bras, et que pour cette équipe ivoirienne, on meurt, rien ne peut nous arriver. Et aujourd'hui, quelle est l'ambiance qui provoque dans les rues aujourd'hui? Blaise, vous nous recevez? Je vous reçois très bien. Alors, quelle est l'ambiance qui provoque cette question? Écoutez, aujourd'hui c'est mercredi et quand c'est jour de match, une première chose, vraiment, Ivoirien a décrété le fait que quand l'équipe ivoirienne a match, pas de coup donc pour les élèves et les écoliers. Et donc hier on a eu le temps donc de nous promener un tout petit peu dans Yopougon pour voir un peu comment est-ce que cette rencontre se prépare au niveau des supporters. De tout ce qu'on retient, la population, elle attend vivement cette rencontre et elle espère surtout une qualification de la Côte d'Ivoire en finale et surtout également que les équipes remportent le trophée. Beaucoup restent un peu sur l'histoire où l'équipe ivoirienne avait en 2015 battu RDC pour pouvoir poursuivre la compétition et remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup reviennent toujours sur cette histoire, comme ils sont revenus sur l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, puisque ces deux nations
le Mali et le Sénégal n'ont oui. jamais battu la Côte d'Ivoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais entre le Congo et la RDC, oui, on a vu une équipe congolaise mais on a vu également une équipe ivoirienne qui est résiliente et qui sait notamment aller chercher la victoire au bout du bout, complètement au bout du temps additionnel. Et notamment quand on parle de cette équipe ivoirienne, vous sentez une certaine sérénité au niveau de la population. Elle se dit que quel que soit ce qui va le scénario du match, c'est que voilà, ce sera toujours les éléphants qui vont passer. Alors Blaise, si on se refait bien entendu à l'histoire, on sait que bien entendu en 2015 la Côte d'Ivoire a battu la RD Congo pour passer et remporter la compétition. Mais aujourd'hui il y a aussi une nouvelle histoire qui est là. La Côte d'Ivoire joue à 21 h au stade Alassane Ouattara. On se rappelle de la dernière sortie de cette formation des éléphants de ce côté-là. Alors, est-ce que avec ce qui s'est passé, cet événement qui a laissé bien entendu des séquelles, alors dans quel état d'esprit se sentent les Ivoiriens aujourd'hui par rapport au fait que l'équipe nationale va jouer sur ce même stade? Alors moi je vais utiliser un seul mot pour résumer un peu votre question, foi. Le mot foi. Beaucoup d'Ivoiriens nous ont dit, oui, on sait que le stade est vide pour nous porte pas chance, mais quand on a la foi, c'est que ça va marcher. C'est ce que beaucoup nous ont dit. Alors, c'est bien évidemment ce qu'ils pensent. Et donc, quand vous voyez cette équipe ivoirienne sur ces deux dernières rencontres face au Sénégal, vous vous dites qu'elle a cru à quelque chose, elle a cru à aller chercher cette histoire. Quand vous jouez face au Mali, vous jouez, disons, 45 minutes, disons même deux, parce que les prolongations, il y a eu le temps additionnel, il y a eu également pour les 45 en fin de première partie le temps additionnel qui était de 6 ou 7 minutes, et de seconde partie 6 ou 7 minutes, ajoute aux prolongations aux 30 minutes pour que la Côte d'Ivoire joue 45 minutes x 2 à 10 contre 11, et c'est malgré ce carton rouge, malgré cette infériorité numérique, cette équipe a su avoir la force et s'est trouvée peut-être même physiquement plus résiliente, oui, dans la rencontre face au Mali pour aller chercher la victoire. Et donc peut-être cette fois que cette équipe peut vraiment les aider à pouvoir aller chercher une victoire. Mais de toute façon, quand hier les sélectionneurs étaient en conférence de presse, vous me permettez d'aborder cela parce que oui, justement. Il a bien évidemment rappelé que les débuts de match de son équipe sont très très difficiles et que c'est sur cet aspect que lui pense travailler et nous a promis que face à la République démocratique du Congo, les débuts de match de son équipe. Sébastien Fa de Sabre, le coach de la RDC, pour lui, de match. Et donc, vous voyez que les entraîneurs, ils savent dans ce genre de rencontre. Finale de finale, et donc le jeu vraiment assez donc de cette Coupe d'Afrique. Blaise Adanko. Et donc, toujours quelques soucis avec la ligne. Donc oui, on a la qualité de l'écoute qui s'est complètement dégradée. C'est vrai que vous nous parliez un peu de ces confidences des deux sélectionneurs des deux pays qui vont se rencontrer à 21 h en conférence d'avant-match, ce qu'ils ont dit à propos. De façon résumée, peut-être pour voir si la connexion marche davantage maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir, je dois dire, de la sortie de ces deux entraîneurs? Blaise, difficile de reprendre. Donc Blaise, bon, on aura quand même eu l'essentiel à ligne. Oui, bien entendu, concernant cette explication, on sait maintenant que du côté de la Côte d'Ivoire, du côté des Ivoiriens, on reste, je dirais, optimiste quant à une possible qualification des éléphants pour la finale. L'autre explication de cette demi-finale, c'est bien entendu le Nigeria qui affrontera l'équipe des Bafana Bafana, donc les garçons sud-africains, Tanguy, pour ainsi dire. Et c'est la première affiche des demi-finales qui auront lieu aujourd'hui. Tanguy, on finit avec ce tour d'horizon et parler de la Ligue 3 au Bénin. Et donc les rencontres de la 8e journée auront lieu
ce soir dans la zone A au niveau donc de cette compétition. La JSV affrontera Bisport, Tambou accueillera du côté d'Avancourt CFS, Titatunga sera à domicile. C'est bien sûr du côté d'Abomey-Calavi, précisément au niveau d'Akasato, l'équipe de Jam qui va se déplacer pour affronter Titatunga. Et Talon accueillera Ouida USS Kraké. Et pour finir, Espérance sera l'adversaire à jouer donc de l'équipe d'Azos. Voici donc pour ce qui concerne la rencontre de la 8e journée pour le camp de ces phases allées au niveau de la zone A. On parle bien entendu championnat amateur. Tanguy, c'est l'essentiel pour ce matin. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni, donc pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports, avec ce zoom sur la Coupe d'Afrique des Nations qui est à sa phase de demi-finale aujourd'hui. On retient le rendez-vous, il y en a deux, à 18h et à 21h. Au premier rendez-vous, on aura une affiche Nigeria-Afrique du Sud et à 21h, une certaine Côte d'Ivoire, RD Congo, avec des équipes qui, ma foi, ont pratiquement le même style, très peu de buts encaissés, des réalisations à minima pour ce qui est donc des buts marqués. On verra bien ce que ça va donner au terme donc de cette journée footballistique. Allez, Ali Moumouni, bonne journée. Demain, on va se voir pour faire le point. On aura une idée clairement alors là de l'affiche de la finale et surtout de la petite finale. Mesdames et messieurs, on devrait recevoir par ici notre invité. Elle est encore en difficulté de connexion. On verra bien. C'est juste après la rubrique économie, on pourrait la voir. Et justement, parlant de rubrique économie, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, est une décision politique aux implications économiques, vous le savez très bien. Pour mieux cerner cette dimension avec, pour cas d'analyse, le commerce extérieur du Bénin et son interdépendance des pays, nous donnons la parole à un acteur portuaire qui alerte sur le danger. On va suivre cela tout à l'heure, la réalisation donc de Clément Tchadé. Mais avant, voici la transition. Puis adresser la parole, donne la parole à Maman Taïrou, vice-président de la CONEB et acteur portuaire du Bénin, qui évoque ses implications économiques de cette décision pour le Bénin à travers cette interview que je rappelle réalisée par Clément Tchadé et Derrick Mbaye. Taïrou, Maman, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour Canal 3. Monsieur Taïrou, Maman, vous êtes le vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Après la fermeture des frontières du Niger, le Bénin vient de recevoir un nouveau choc économique, notamment celui lié au retrait de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Avec ce retrait, donc, vous, en tant qu'opérateur économique, d'une part, et d'ailleurs surtout acteur portuaire, comment réagissez-vous face à cette actualité? Merci, monsieur le journaliste. Vous vous en doutez, ça a été un grand choc, vous l'avez si bien dit, un grand choc. Je peux dire deux chocs simultanés aujourd'hui. Le premier, c'est la fermeture des frontières, je crois qu'on va en parler d'abord. Et le deuxième, c'est le retrait des États de l'AES, de la CEDEAO. Le premier choc, donc, relatif à la fermeture des frontières a été une douche froide pour nous tous. Vous savez que la Confédération nationale des employeurs du Bénin regroupe en son sein beaucoup d'acteurs portuaires, beaucoup de transporteurs, beaucoup de transitaires, beaucoup d'opérateurs économiques qui font des affaires avec le Niger. Alors, ça a été un choc en cela qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, vous comprenez, la conséquence a été immédiate. Et la première conséquence, c'est que les marchandises qui étaient déjà chargées du port de Cotonou et qui allaient en direction du Niger sont bloquées. D'autres marchandises qui sont débarquées dans le port de Cotonou, du fait de la fermeture de frontières, sont aussi restées dans le port. Alors, ça a été difficile. Ça a été difficile pour nous tous. Des marchandises qui... Vous connaissez le commerce aujourd'hui avec le Niger, ou bien des denrées alimentaires ou des produits, n'est-ce pas, des produits pharmaceutiques qui étaient donc dans ces camions. On commençait déjà par recevoir les avaries. On a enregistré beaucoup d'avaries, beaucoup de pertes. Nos chauffeurs, les transporteurs eux-mêmes qui n'avaient pas préparé les choses, eh bien, sont restés dans la faim, dans la soif. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, même vous, journalistes, si vous faites un tour
sur la zone, n'est-ce pas, de la frontière, vous allez comprendre que le dégât qui s'est posé là, c'est comme si c'était un champ de bataille. Alors, à cela vient maintenant s'ajouter le retrait de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'acteur portuaire, en tant qu'opérateur économique, qui avez surtout subi le choc de l'autre crise que vous décrivez tout à l'heure, est-ce que vous voyez venir, disons, cette mauvaise nouvelle que nous venons d'enregistrer, c'est-à-dire le retrait de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO? Oui, je vous rappelle, je crois que nous avions fait une émission à votre chaîne et puis on avait, disons, pressenti des éléments de ce genre. Vous savez, l'AES n'a pas été une surprise pour nous, en tout cas, pour nous qui suivions les événements et qui sommes en rapport régulier avec les pays ce que nous appelons les pays de l'Interland. Quand vous savez ce qui se passe là-bas et ce qui se dit, eh bien, vous prévoyez certaines choses. Donc, ces pays viennent de décider de leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là, ça encore, c'est grave. C'est grave parce que là, ça n'atteint plus les acteurs portuaires, ça n'atteint plus les transporteurs, ça atteint l'économie, ça atteint les Béninois. Parce que ça va faire l'objet des dégâts sur, n'est-ce pas, les personnes et les biens. En cela que, bon, les États de l'AES sont quand même des États qui, aujourd'hui, qu'on soit en train de voir la prospérité s'annoncer avec les découvertes des ressources minières qui feront quand même de ces États quand même des États émergents très bientôt. Et ça fait mal parce que nous, vous savez, le port de Cotonou ou bien le Bénin est un pays de transit, le port de Cotonou est un port de transit. C'est-à-dire que c'est un port qui ne vit pas nécessairement de ces produits, des produits, n'est-ce pas, du Bénin seul. Il vit beaucoup plus du passage des marchandises du Niger, du Mali, du Burkina, du Nigeria ou même du Togo. Donc, à vous comprendre, en termes clairs, ça veut dire que le Bénin fera partie des pays qui vont subir en quelque sorte les conséquences économiques directes de ce retrait des États de l'AES. Ah ben, vous ne savez même pas si bien dit, monsieur le journaliste. En réalité, c'est le Bénin qui ramasse le plus gros les pots cassés, n'est-ce pas, dans cette situation de l'AES. En cela que quand vous regardez aujourd'hui la situation géographique des pays de la CEDEAO, et donc les passages, n'est-ce pas, des marchandises ou bien des biens ou des personnes de ces pays de l'AES, eh bien, c'est le Bénin qui est le plus proche. Premièrement, nous sommes le corridor le plus proche entre le Bénin et le Niger et les zones commerciales du Niger. Nous sommes le plus proche et le moins cher entre le port de Cotonou et les villes commerciales du Niger. Si le retrait se maintient, eh bien, nous allons faire le commerce avec le Niger, le Mali et le Burkina tel que nous le faisons aujourd'hui, même pire avec le Nigeria. En cela quoi? Un Béninois sera obligé de faire un visa avant d'aller au Niger. Les marchandises qui quittent le Bénin pour aller au Niger, qui étaient naturellement dans les accords de la CEDEAO, qui étaient exonérés des droits de douane, vont payer les droits de douane. Mais de la même manière, les Nigériens, les Maliens, les Nigériens, mais aussi les Burkinabés qui voudront importer ou venir aussi au Bénin, vont faire la même chose, non? Mais bien sûr, non. En fait, quand nous disons même que les droits de douane sont à payer, en fait, ils seront payés par ces pays. C'est des pays qui étaient exonérés ils ne payaient que des taxes de transit, 2 ou 3%. Eh bien, quand disons, le retrait va se confirmer et qu'ils ne seront plus membres de la CEDEAO, eh bien, les accords fiscaux ou douaniers qu'on avait cessent. Ils cessent automatiquement et on remet les choses comme si c'était des pays hors zone, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Par ailleurs, vous êtes aussi commissionnaire agréé en douane. En cette qualité, est-ce que vous ne voyez pas aussi venir avec cette décision de ces 3 pays, disons, une certaine révolution dans le secteur douanier avec toutes les principales activités que vous menez et qui pourra donc justement être touchée par cette décision que vous craignez autant? Voilà, et comme vous le dites si bien, je suis commissionnaire agréé en douane, je suis aussi transporteur. Ces 2 secteurs vont subir, on commençait déjà par subir, n'est-ce pas, de la fermeture des frontières, des chocs négatifs, eh bien, on va subir encore beaucoup plus. En cela que, regardez par exemple, les villes comme à partir du Zou qui vont jusqu'au nord, vivent beaucoup plus du transport. Nous sommes tous bloqués.
Ça fait que vraiment, la situation est difficile. Il vaut mieux trouver vraiment des solutions dans cette affaire parce que tout le secteur est touché. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'en réalité, dans les volumes de trafic qui descendent au port de Cotonou, disons sur les 100%, vous avez 40% qui sont destinés à ces 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Vous voulez dire par là que notre commerce extérieur se base essentiellement sur ces pays? Il va basculer. Je dis qu'ils ont déjà 40%. Quand quelqu'un tient déjà 40% d'un volume, il est important. Donc ces 3 pays tenaient 40%. De ces 40%, le Niger, lui seul, a 60%. Vous voyez déjà ce que nous perdons. Donc, et les acteurs portuaires, et le port de Cotonou, et comment ça s'appelle, le commerce, import-export, et la fiscalité, et les actions douanières, nous allons tous subir le choc. Vous voyez à travers la CONEB alertée. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les solutions. C'est vrai, vous n'êtes pas dans le secret des États, des chefs d'État qui devraient très rapidement trouver la solution à travers le dialogue. Mais vous, en tant qu'acteur portuaire, quelles sont les solutions envisageables? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut revenir au dialogue avec ces pays-là. Il n'est pas question que ces pays-là nous quittent. Absolument. Il faut tout faire pour que les pays du Sahel reviennent. Le Bénin tire 40% des trafics de son port à partir de ces 3 pays. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et nous sommes le seul pays qui subit le plus grand choc financier et économique et commercial de cette situation. On ne peut pas se taire sur une situation comme ça. C'est peut-être le moment pour vous aussi de suggérer à nos gouvernants au niveau du Bénin de savoir prendre, disons, leurs décisions à l'interne et de savoir se positionner géopolitiquement. Oui, ça s'impose. Je vous dis, quand notre État, par exemple, notre gouvernement prend la mesure, n'est-ce pas, des pertes que nous enregistrons, et notre gouvernement comprendra effectivement la portée donc, des décisions qui ont été prises, qui lui ont été imposées naturellement par la CEDEAO. À partir de ce moment, je crois qu'il faut désormais, on dit à quelque chose, malheur est bon, mais ce malheur est trop lourd, quand désormais il faudrait que le gouvernement consulte quand même un peu, n'est-ce pas, les acteurs des actions politiques qu'ils vont prendre, que l'un dans l'autre, on puisse assouplir, n'est-ce pas, certaines décisions qui frappent l'économie ou les actions commerciales des pays fragilisés comme les nôtres. Comme je le disais, il faut absolument faire revenir les États de l'AES dans la CEDEAO, même si ça va être une CEDEAO nouvelle formule. Taïrou Maman, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Vous êtes aussi commissionnaire agréé en douane. Vous êtes par ailleurs acteur du transport béninois. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu avec tous ces développements. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette fois-ci, ce soit la bonne. Notre invité est au téléphone. Il a déjà décroché notre appel. Igor Couton, journaliste béninois qui vient de finir sa formation au CESTI de Dakar. Lui qui est sur place donc au Sénégal. Igor Couton, bonjour. Bonjour, monsieur Agoyi. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Ça fait très tôt actuellement à Dakar, faut-il le souligner. Un report décidé samedi par le président Macky Sall et dans la foulée, une Assemblée nationale qui entérine le report en l'absence des députés de l'opposition évacués par la gendarmerie. Lundi donc, Dakar est entré en ébullition aussitôt comme à son habitude. Quelle est l'ambiance actuelle dans les rues donc, de la ville capitale du Sénégal actuellement, Igor Couton? Alors, vous le rappeliez tantôt, après le vote de la loi dite dérogatoire qui reporte les élections présidentielles
Il y a eu quelques fonctions à Dakar et même avant l'Assemblée, l'intérim se report, comme vous le dites. Les Sénégalais tentaient de se rassembler devant le siège du Parlement. S'en sont suivis des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les dissoudre. Alors, près de 48 heures après ce fameux vote, le calme semble être revenu globalement dans la capitale sénégalaise. Mais il y a quand même eu, dans la suite de ce mardi, quelques accrochages entre certains leaders de l'opposition et les éléments de la gendarmerie. Ces leaders qui sont toujours contre le report des élections ont choisi de battre campagne car jugeant illégal le vote de la loi dérogatoire. Les gendarmes déployés sur le terrain les en ont empêchés. Et nous avons même appris par voie de communiqué l'arrestation de quelques députés, notamment Guy Marius Sagna, Abbas Fall et Cheikh Aliou Bey. Les deux premiers cités ont été relâchés tard dans la nuit. Voilà globalement ce qu'on peut retenir de la situation actuelle. Alors on sait que les manifestations sont parfois violentes dans les rues de Dakar. Quel bilan restons de ces événements ces derniers jours? Alors, le bilan de ces 2 derniers jours de tension à Dakar est un peu difficile à établir, mais selon les médias locaux, plus d'une centaine de manifestants ont été arrêtés depuis dimanche dernier. Pour l'heure, on ne déplore encore aucun cas de perte en vie humaine ni de blessés graves. Et contrairement aux précédentes manifestations à Dakar, nous n'avons pas encore constaté des cas de biens publics ou privés saccagés dans la ville. Mais faut-il craindre vraiment faut-il craindre vraiment que la tension ou la situation s'aggrave ou se dégrade davantage les jours à venir? Alors, vous le rappeliez tantôt, les manifestations sont souvent très violentes à Dakar ces dernières années. L'opinion publique a encore en mémoire les bilans Dakar de 2021 et de 2023, où on a dénombré plusieurs morts, 16 en 2021 selon le gouvernement. Alors, peut-on craindre le pire pour ce nouveau cycle qui démarre? Je dirais oui, même si beaucoup de choses ont changé. Les forces de l'ordre ont visiblement changé de stratégie. Pas qu'elles sont devenues moins violentes, mais elles s'arrangent maintenant pour vite étouffer les manifestations pour qu'elles ne prennent pas d'ampleur. Et le deuxième élément qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a de moins en moins de manifestants dans les rues à Dakar depuis quelques temps. Et c'est peut-être dû aux arrestations massives aussi. Allez, sans Ousmane Sonko, qui s'est harangué les jeunes et l'a mobilisé et qui est actuellement en prison, pensez-vous vraiment que le mouvement de protestation puisse durer dans le temps, le mouvement qui a commencé? Bon, je le disais à l'instant, il y a de moins en moins de manifestants dans les rues de Dakar, et ce depuis l'emprisonnement de Sonko, qui était quand même celui qui sonnait la mobilisation et qui donnait le tempo des manifestations. Mais il ne faut pas aussi oublier que le fait que des dizaines de jeunes proches de l'opposition sont toujours aussi derrière les barreaux, et la plupart sont protestés. Alors, est-ce que les autres se sont déjà résignés ou vont se résigner? Seule la suite des événements nous le dira, je crois. Alors, coup sur le coup, il y a eu 2 communiqués de la CEDEAO sur cette situation. Que disent les Sénégalais, notamment sur le dernier communiqué de la CEDEAO? Alors, d'après ce que j'ai pu lire un peu sur les réseaux sociaux, ça et là, où les Sénégalais sont quand même très actifs, et après discussion avec certains dans la rue lors des différents événements, il faut dire que les Sénégalais, en tout cas certains d'entre eux, sont très critiques vis-à-vis de la CEDEAO. Après son premier et deuxième communiqué, ils estiment que l'acte posé par le président Macky Sall, qui, selon eux, viole le protocole additionnel de l'instance sous-régionale, mérite tout au moins une condamnation plus ferme que les termes employés dans les différents communiqués. Allez, on va s'éloigner légèrement de la politique.
pour parler football, puisque d'ailleurs c'est l'actualité sur le continent. Le Sénégal, c'est quand même une jeunesse très passionnée, surtout par le football. Igor, comment a-t-elle vécu l'élimination assez précoce, faut-il dire, de l'équipe nationale en 8e de finale? Cette équipe qui quand même a été annoncée au début de la compétition, archi favori pour décrocher, je dois dire, le sacre en terre ivoirienne. Alors, comment est-ce qu'on a accueilli cette élimination à Dakar? Alors, écoutez, l'élimination des Lions en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire a été très très mal vécue ici à Dakar. Au vu de l'effectif de la sélection nationale et de leur parcours en phase de poule, les Sénégalais s'attendaient à tout sauf à ce résultat. Et d'ailleurs, certains ici estiment que le sélectionneur national, Aliou Cissé, n'a pas été à la hauteur des enjeux et a failli tactiquement. Juste après le match, des appels à sa démission ont été lancés par les supporters furieux de cette contre-performance. Cette défaite, cette élimination précoce, si je puis dire, a mis sous le choc, a choqué plus d'un Sénégalais par ici et jusqu'à présent, ils l'ont encore en travers de la gorge, je dirais. Bon ben, on va leur souhaiter en tout cas le meilleur établissement possible et le plus tôt possible aussi. Le football, c'est la passion, c'est aussi parfois ces difficultés de parcours. Igor Couton, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci de m'avoir invité. Bonne journée à Dakar. Bonne journée à vous à Cotonou. Merci. De retour à Cotonou, mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause, le temps d'installer nos débatteurs. On est calé pour la CAN. La CAN chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD Nasco LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions Nasco? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur Nasco. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur Nasco. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. On est calé pour la CAN. La CAN chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD Nasco LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions Nasco? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur Nasco. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur Nasco. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap.
On est calé pour la CAN. La CAN chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD NASCO LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions NASCO? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur NASCO. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur NASCO. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. On est calé pour la CAN. La CAN chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD NASCO LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions NASCO? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur NASCO. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur NASCO. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. Aujourd'hui sur Actu Matin, c'est la journée, la matinée CEDEAO. On a commencé à parler de ce qui se passe au Sénégal avec les communiqués successifs de l'organisation sous-régionale dans les journaux. Ce matin, on a parlé à la phase économie avec Clément Achade pour voir un peu comment est-ce que ce regroupement sous-régional gère la question donc du départ annoncé de 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On a parlé aussi de cette actualité-là en la lignant avec ce qui se passe dans les rues de Dakar et les projections pour son avenir. On va parler maintenant, je dois dire, de sa survie lors de nos échanges avec les acteurs qui sont déjà là. William, Frank, Ulrich, Eric, bonjour. Allez, on aura 3 axes de discussion. On va commencer déjà par le comportement de la CEDEAO face aux différentes crises, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques, de la Gambie de Yaya Jammeh ou du Libéria de Charles Taylor, au Sénégal actuel de Macky Sall, en passant par le Mali de Assimi Goïta, le Burkina du jeune capitaine Ibrahim Traoré ou du Niger de Tchiani. L'attitude de l'organisation n'a pas été la même dans les contextes de crise. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette variation du comportement de cette organisation, Loïc? Écoutez, commençons déjà par préciser que ce n'est pas une tâche assez aisée parce que gérer plusieurs pays à la fois, c'est une organisation qui est carrément la fêtière pour un temps soit peu garantir la sécurité, la crédibilité et même la libre circulation des personnes et des biens dans un espace commun. Donc il faut comprendre, tout en respectant la souveraineté de chacun des États. Donc ce qui veut dire que à chaque étape, il faut toujours peser le pour et le contre avant de poser un acte. Vous avez bien planté le décor tout à l'heure en disant qu'il y a eu plusieurs cas de figure. Et face à ces cas de figure, on n'a pas eu toujours la même réaction. C'est certainement par rapport à l'envergure ou par rapport
à la situation posée. Parce que chaque cas, bien que les cas parfois se ressemblent, demande des réponses bien adéquates, des réponses précises. Mais maintenant, est-ce que la réponse servie par la CEDEAO a été la réponse qu'il fallait? C'est là que la question va se poser. William? Les situations ne sont pas les mêmes. Donc, la réponse ne peut être uniforme. Et dans le temps également, on a évolué. Quand vous parlez de la crise de Taylor au Libéria, ça remonte avant Ellen Johnson Sirleaf qui a fait 2 mandats, où Weah est venu. Donc, ça remonte à quelles années, vous savez? Quand vous parlez de la crise du Mali, on parle... La première crise du Mali a commencé en août 2020 avec l'éviction de IBK. Quand vous parlez de Tchiani, c'est juillet dernier, 2023. Entre-temps, de 2020 à 2023, le Burkinabé a fait un coup d'État à Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, en fait, Paul-Henri Damiba est venu au pouvoir et Ibrahim Traoré a encore arraché le pouvoir. Donc, bref, les situations ne sont pas les mêmes. Sociopolitiquement, les peuples n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes expériences démocratiques. Donc, c'est normal que nous n'attendions pas une harmonie en cœur en termes de réponse de la CEDEAO. Par contre, on voit la verve, la hargne, toute la fougue avec laquelle on dénonce ou on s'insurge contre certaines situations varier par rapport à des situations similaires, des situations qui ont des points de ressemblance. On a vu par exemple la fin d'intervention de l'ECOMOG intervenir assez rapidement au Libéria pour calmer un peu les ardeurs, même si ça n'a pas en tant que tel réduit, je dois dire, les conséquences de la crise sur, je dois dire, les hommes là-bas. On a vu la réactivité, la prompte réaction de notre compatriote paix à son âme face justement à la crise gambienne qui a fait abdiquer quand même Yaya Jammeh dans le temps. Il y a quand même à des moments donnés, je dois dire, une réaction de la CEDEAO qui impose parfois l'autre, mais parfois dans certaines circonstances, on a des communiqués timorés. Justement, parce que cette réaction parfois hardie est très critiquée et parce que la CEDEAO outrepasse parfois ses prérogatives, parce que la souveraineté des États est remise en cause la plupart du temps. Vous avez parlé de Yaya Jammeh, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Bissau par exemple. Vous avez parlé également du cas gambien avec Yaya Jammeh en 2017, si j'ai bonne mémoire. Là-dessus, tout n'était pas parfait. Nous ne refaisons pas les procès des vieilles choses, mais parlons des choses actuelles. Quand vous lisez le communiqué, par exemple, par rapport au Sénégal, quelque part, vous vous demandez si la CEDEAO ne cautionne pas ce que Macky Sall a fait. Quand on demande à la classe politique d'aller dialoguer, quand on s'interroge légèrement sur les situations qui ont conduit à la crise qu'il se passe aujourd'hui, et qu'on demande que les choses se passent au plus vite pour l'organisation des élections, et qu'on ne condamne pas fermement un retour à l'ordre constitutionnel, parce que ce qu'on oublie, ou ce qu'on ne dit pas suffisamment dans l'opinion, ce que Macky Sall et les députés sénégalais ont fait est une atteinte à la Constitution. C'est presque identique à ce que Tchiani a fait, ou ce que Ibrahim Boubacar Keïta a fait. Eux, ils ont pris plutôt des armes. Mais par contre, par voie légale, on est allé détruire la légitimité que la légalité a donnée à des personnes en poste, en mandat légal, pour pouvoir contrer des dispositions de la Constitution. C'est-à-dire quoi? De fait, on proroge le mandat d'un président de la République contre toute autre norme, contre tout consensus, contre tout dialogue, contre tout processus référendaire. Donc c'est un coup d'État constitutionnel, comme le disent les opposants sénégalais. Quand on lit un communiqué comme ça, à propos d'une crise de cette ampleur, pour laquelle on a déjà eu des morts par le passé, il y a du 2 poids 2 mesures. Faut-il le retenir, hein? La CEDEAO est revenue en tout cas avec un deuxième communiqué qui, ma foi, a un temps un peu plus difficile que le premier. Oui. Ce que nous saluons déjà. C'est vrai que les crises ne se ressemblent pas. On ne peut pas non plus demander à la CEDEAO de pouvoir traiter les situations de la même façon. Mais on ne demande pas non plus à la CEDEAO d'inventer des formes de gestion de crise autres que ce que les tests ont prévu. Et ce qui fait que, quand on questionne un peu le parcours de la CEDEAO, on se rend compte que vous avez des crises où la gestion se fait en fonction de la tête du client. C'est Alain Foka qui posait cette question au capitaine Traoré du Burkina Faso sur sa façon de voir un peu comment est-ce que la CEDEAO gère les crises. Il répondait
que la CEDEAO fonctionne un peu à la tête du client. Et ça crée un déséquilibre. Parfois, on se pose la question, mais comment une organisation qui parle d'intégration et tout ça, en son sein, essaye de ne pas équilibrer la gestion des crises. On a bien le sentiment que quand ça se passe dans tel autre pays, le discours est plutôt diplomatique. Quand ça se passe ailleurs, le temps est ferme et puis ça évolue comme ça. Après, dans son parcours aussi, on a le sentiment que nous sommes une organisation africaine, mais qui suit parfois l'orientation de quelques puissances étrangères. Et vous verrez que dans l'opinion africaine, quand on parle de la CEDEAO, on note tellement de complicité entre les actions qu'elle pose sur le sol, enfin dans son espace, avec d'autres puissances étrangères. Tout ceci a fait que, à la fois au niveau même de cette organisation et de l'opinion également, on a une forme de distance des actes, de la façon dont la CEDEAO gère véritablement ces crises. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous observez les cas du Mali, de Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et puis tout ça, on se demande si la CEDEAO elle-même, elle ne crée pas, comment on dit, à travers sa façon de gérer les crises, les critiques, n'est-ce pas, qu'elle nourrit aujourd'hui. Franck, est-ce que quelque part la CEDEAO n'est pas déchirée par, d'une part, ces tests et de l'autre part aussi cette règle d'or qui interdit l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays? C'est comme, disons, on veut d'une chose et son contraire en même temps. Depuis, disons, mai 1975, où la CEDEAO est créée, je pense que les tests qui avaient été élaborés dans le temps sont dépassés aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'estime que nous avons des chefs d'État futés quand ils veulent tripatouiller la Constitution, quand ils veulent manipuler les tests de la République pour s'éterniser au pouvoir ou pour reporter, comme Macky Sall l'a fait à sa guise, telle que la situation est aujourd'hui au Sénégal. On n'avait certainement pas prévu de tels scénarios pour le compte des chefs d'État. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut revoir totalement les tests pour mettre au pied du mur ces chefs d'État-là qui, du jour au lendemain, se plaisent à changer les tests fondamentaux, à vouloir les... Comment on fait si on doit changer les tests de la CEDEAO? Non, il faut, moi, je pense qu'il faut se revoir. Sinon, la CEDEAO va se vider et l'institution va disparaître. C'est le prix à payer aujourd'hui, à mon avis, parce que les caprices des chefs d'État en 1975 ne sont pas les mêmes, ne sont pas de même nature qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des chefs d'État qui, jusqu'au dernier moment, vous font croire que, bon, ils sont prêts à respecter les thèses de la République, la constitution de leur pays, mais qui trouvent l'alchimie. On tue des gens. Déjà, on a pris près de 150 personnes, et même des anciens ministres, des opposants, qu'on a jeté déjà, qui liment leur dans quelque part derrière les barreaux. Ils ont libéré finalement des opposants. Ben, dans tous les cas, même un civil qui se retrouve en garde à vue dans cette situation-là, moi je pense que c'est une atteinte grave aux droits de l'homme. Et à côté de cela, on sent que la démocratie aujourd'hui, c'est un mot qui souffre bien entendu sur les lèvres des Africains, des chefs d'État. Je me demande si ça a encore un sens. Parce que le président de la République, qui doit être garant même de la bonne application, la mise en œuvre de la Constitution, c'est lui le premier à violer violemment cette Constitution-là. On se demande véritablement où est-ce que nous allons. Et donc, heureusement, le temps a commencé par monter un tout petit peu au niveau des communiqués, mais je me demande combien de communiqués nous allons prendre dans cette crise-là maintenant. Ben, une bonne dizaine, je crois que bon, ça ne fatiguerait pas les médias qui les relaient, non? Mais ça fatigue. Si ça peut contenter ceux qui sont protestataires éternels contre la CEDEAO, ça va. Pendant ce temps, on ne commente rien, les gens on les bastonne dans les rues, on les gaze, on les met en prison. Et puis, ça va, nous on sort des communiqués. William, Franck a proposé qu'on revoie les tests de la CEDEAO. Les problèmes sont-ils au niveau des tests véritablement? Et même si on doit revoir les tests, c'est toujours les chefs d'État qui détiennent, je dois dire, le monopole de la décision au niveau de la CEDEAO. Et dès lors qu'ils sont devenus armés, quand ils sont élus, ils doivent se protéger entre eux, hein, parce que quand l'autre fait, l'autre passe la main à l'autre et chacun fait à son tour. Si le Guinéen a fait
et que ça a réussi, pourquoi est-ce que l'Ivoirien ne ferait pas pour qu'on le soutienne aussi, et peut-être un autre ailleurs? Non, pour moi, en termes juridiques, il n'y a pas mal d'autres. Parce que les textes de la CEDEAO ont beaucoup évolué. Il y a les textes fondateurs, mais il y a beaucoup de protocoles additionnels ratifiés par les États à différents niveaux pour des questions spécifiques. En termes, par exemple, de gouvernance des processus électoraux, de succession à la tête de l'État, de mode de dévolution du pouvoir, il y a beaucoup de dispositions. Par exemple, je pense au protocole additionnel de la CEDEAO de 2015 qui gouverne le protocole de Lomé, qui parle notamment des changements anticonstitutionnels à la tête des États. Il y a le protocole additionnel de 2012. Il y a, tant que le temps évolue, c'est-à-dire en raison du temps et de l'évolution des circonstances, des phénomènes nouveaux, le terrorisme et autres, les États s'entendent, la conférence des chefs d'État et les différents organes, ils s'entendent pour actualiser. Pour moi, ce n'est pas une affaire de test, encore que parmi ces tests, il y en a qui sont crédités d'avoir des dispositions chrysogènes et qui permettent aux chefs d'État, par exemple, du point de vue des sanctions, de se permettre des largesses qui piétinent la souveraineté et l'autorité de ces différents États. Pour moi, texte en matière d'évolution de pouvoir, pas grand-chose, mais notamment en termes de sanctions qu'il y a des difficultés. Mais par contre, si c'est la phrase du nouveau communiqué qui concerne le calendrier électoral qui vous fait dire que le ton est un peu plus élevé, je ne perçois pas les choses de la même façon que vous. Pourquoi? Ce problème qu'il y a aujourd'hui au Sénégal, pour moi, quand la CEDEAO agonise en termes de crédibilité aujourd'hui dans le monde entier, moi je m'attendais à un communiqué qui expressément montre le caractère anticonstitutionnel de tout ce qui se passe au Sénégal ces derniers jours, propose ou impose avec un ton très condescendant comme on lui connaît quand il s'agit des changements anticonstitutionnels par les armes, propose même une médiation si possible ou donne des délais à Macky Sall. Le 2 avril, chers collègues, votre mandat finit, un peu comme on le voit avec les militaires. Cela équilibrerait le débat. Je ne dis pas qu'il faut traiter un chef d'État légitimement et légalement élu, investi, et qui est en fin de mandat comme un militaire qui débarque un matin avec une arme sur la tempe d'un président et qui le débarque du pouvoir de la même façon, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et dans le contexte qui est aujourd'hui celui que nous voyons, la CEDEAO, pour moi, ne joue pas que sa crédibilité, elle joue son existence. Il a parlé de conférence des présidents, etc. C'est quand même l'instance qui, ma foi, décide et qui a, je dois dire, tout le pouvoir en dernière position. Et je craignais que, tant que ça reste ainsi, et que le pouvoir n'est pas arraché justement au chef d'État à ce niveau-là, qu'on continue à observer les mêmes choses, qu'ils se protègent entre eux. Qu'ils se protègent entre eux, c'est une chose, mais qu'ils sortent des décisions qui jouent la crédibilité de l'institution, de toute l'institution, c'est encore toute une autre chose. Effectivement, la CEDEAO a connu des tests évolutifs. Et nous ne pourrons pas dire, c'est vrai que les tests sont toujours perfectibles, il faut le reconnaître, mais nous ne pouvons pas dire que le problème de la CEDEAO aujourd'hui est au niveau des tests. Les tests sont là, il suffit de les appliquer. Parce que de la même manière qu'on applique les tests de façon sérieuse et rigoureuse à l'égard de ceux-là qui ont pris le pouvoir par les armes, de la même manière, il faut appliquer les tests à ceux-là qui veulent faire un coup d'État constitutionnel. Et d'ailleurs, l'ancien président du Libéria, George Weah, l'avait déjà dit, et il a fait carrément le diagnostic de la situation. Il a dit que les coups de force se poursuivront tant qu'il y aura toujours des coups d'État constitutionnels. Pourquoi? Quand vous constatez qu'au niveau des élections, il y a des chefs d'État qui parfois tripatouillent leurs lois fondamentales pour se maintenir au pouvoir. C'est le Parlement qui vote et qui fait l'option de changer la Constitution. Les députés sont les représentants du peuple. Ils tripatouillent tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les tests de leur propre pays. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, quand ils s'amusent à jouer à ce jeu, déjà, ils mettent la démocratie de leur pays à mal. Et par conséquent, la démocratie de toute la sous-région à mal. Et la CEDEAO se retrouve souvent dans une posture de 2 poids, 2 mesures, avec des décisions qui ne respectent pas carrément l'ampleur de la situation. Donc, chaque fois qu'aujourd'hui, la CEDEAO veut prendre des décisions, il faut que la CEDEAO soit aussi sévère et aussi rigoureuse envers ceux-là
qui ne respectent pas les tests de leur pays autant qu'elle l'est avec ceux-là qui viennent par les armes. Parce qu'en réalité, tel que l'ancien président du Libéria l'a dit, il y a des causes qui produisent des effets. Et quand on ne commence pas par sanctionner les causes, on aura toujours les mêmes effets. Franck, on a l'impression que, bon, on tourne autour du pot. Au rendez-vous de Lomé, le protocole additionnel avait prévu aussi que on puisse décider de la limitation des mandats à 2, par exemple. Ils n'ont jamais signé cette affaire-là. Et au nom de quoi la CEDEAO peut-il, ma foi, s'opposer à une révision de la Constitution dans un État qui est quand même d'abord souverain avant d'adhérer à la CEDEAO? C'est assez compliqué. Hein, si ceux qui doivent, disons, faire le jeu, c'est eux-mêmes qui établissent les règles et les appliquent et qui sont censés œuvrer pour leur application. C'est souvent compliqué. Et je pense que si ça marche, la CEDEAO se porte bien. Si ça ne marche pas, eh bien, c'est une organisation vide qui n'a pas de sens. Et de plus en plus, si je dis qu'il faut revoir les tests, est-ce qu'on ne peut pas trouver des mécanismes, par exemple, je reviens là-dessus, pour empêcher un chef de l'État de prendre de telles décisions à quelques, je ne sais pas, à quelques 12 mois de la fin de son mandat, des décisions de nature... 2 mois. 12 mois, par exemple. 2 mois. 2 mois. 12 mois, parce que vous avez vu, 12 mois pour être plus préventif. Oui, mais on a prévu un truc de 6 mois, ils l'ont violé violemment, c'est pas les 12 qui les inquiéteraient. Il faut trouver le mécanisme, sinon, tout le temps, les chefs d'État qui agissent, vous allez voir, ils s'appuient sur les tests. Hein. Ils vont dire, dans notre pays, bon, le chef de l'État a examiné la situation est catastrophique, les opposants sont en train de crier, il faut rétablir tout le monde dans ses droits. Comme l'a fait Macky Sall, il a reçu quelques opposants qui ont été éliminés de la course et ils ont échangé. Quelques jours après, il dit, bon, il faut donner toutes les chances à tout le monde et donc il faut reporter et c'est lui-même qui décide du temps qu'il faut faire pour régler tout ça, pour aplanir les divergences. Donc, non, mais il a pris un acte avant le Parlement. Au plan politique, ma foi, c'est compliqué, en tout cas pour la CEDEAO. Rapidement. En fait, les mécanismes, les organisations d'intégration régionale et sous-régionale n'ont pas tous les moyens pour discipliner les États. Les États sont souverains et dans le système international, un État, ce n'est pas comme un individu. Vous voyez, toute l'Union européenne, malgré toute la beauté de l'Europe et tout ce qu'on connaît à l'Europe, l'Union européenne a des États indisciplinés, comme la Hongrie et bien d'autres. Donc, en fait, on n'a pas au niveau sous-régional ou même régional tous les moyens de discipliner les États comme des militaires dans un camp. Mais par contre, chaque État à son niveau peut faire preuve de bonne foi. Et quand on est le Sénégal, quand on est ce label démocratique, on peut du haut de la notoriété, de ses expériences, renaître de ses cendres. Allez, parlons de notre chef d'État aussi versatile. On ne peut pas parler de bonne foi. Ils vont vous dire aujourd'hui, ils vont jurer sur la Bible ou sur le Coran pour dire je ne reviens pas, je ne fais pas si je vais respecter. Vous voyez, ils lèvent la main quand ils veulent prêter serment. Au nom de nos ancêtres, au nom de ci, de ça. Mais 2 jours, 3 jours après, c'est eux qui violent violemment ce qu'eux, ils ont dit devant tout le monde. Parlons de la CEDEAO côté économie et intégration régionale. C'est quand même si c'est difficile un peu au plan politique, c'est quand même le champ sur lequel on salue quand même la CEDEAO, Eric. Oui, absolument. Et je pense que tout ceci est mis en difficulté parce que ce qui peut permettre une bonne intégration, une stabilité économique, c'est vraiment une paix, un fonctionnement vraiment d'une démocratie à l'intérieur de ces États. Et quand on évoquait un peu les problèmes au niveau des tests, il faut aussi voir au niveau de chaque membre. Toutes les fois que nous aurons à la tête de nos États des chefs d'État qui trouveront toujours l'intelligence de mettre en difficulté les démocraties, on aura une organisation instable, déséquilibrée, puisque vous l'avez dit, ce sont les mêmes qui sont également de l'autre côté. Après, vous avez des questions d'amitié, où parfois vous vous demandez, mais ok d'accord, est-ce qu'on peut se mettre ensemble et puis condamner notre frère qui est de l'autre côté? Et quand le même problème se produit, on a le sentiment que ensemble, ils se côtoient, ils se soutiennent, et puis on continue toujours par vivre les mêmes crises. Moi, parfois, j'ai même l'impression que la CEDEAO, quand ils se retrouvent, ils se disent, bon, on va expérimenter quelque chose. Toi, tu commences, on va voir ce que ça va donner. Oui. Et c'est là aussi, on dit, bon, allez-y, on va. On n'est peut-être pas loin de ça, parce que, vous voyez,
ce qu'on observe aujourd'hui au Sénégal, c'est un cas un peu intéressant. Nous sommes dans un report. Et ça peut se répercuter également dans d'autres États. Un peu l'inquiétude que nous avons au niveau des militaires qui prennent le pouvoir. Et pour finir, je pense que la CEDEAO doit pouvoir vraiment apprendre de ses erreurs et profiter de ces crises pour se refaire une nouvelle image au niveau de l'opinion. Autrement, c'est la première fois de son histoire que 3 États disparaissent comme ça avec autant de facilité. Voilà, elle n'en est pas de façon aussi bloquée simultanément et puis avec un discours fort, critique. Et un contexte qui s'y prête. Oui, le juge, côté économie, ça va. Côté intégration, économie, on peut dire que ce n'est pas mal, mais avec le départ de 3 États qui ne sont pas des moindres, quand on parle du Niger, du Burkina Faso, du Mali, qui ne sont pas des moindres, qui sont des pays sahéliens, qui utilisent aussi les ports des autres pays, on doit se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la crédibilité de la CEDEAO n'est pas en train d'entamer son niveau économique, son niveau financier? C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce que nous allons aussi remarquer dans les prochains jours. Regardez par exemple les frontières entre le Niger et le Bénin qui sont fermées depuis plusieurs mois. Quand vous observez le phénomène qui se passe aujourd'hui, je prends juste ce cas-là, le phénomène qui se passe aujourd'hui à Malanville, vous constatez que la vie est devenue terne parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui travaillaient à Gaïa, il y a beaucoup de Nigériens qui viennent travailler à Malanville et le grand marché de Malanville qui s'animait à fond et aujourd'hui tout est terne. Quand vous allez à partir de Kandi, vous constatez qu'il y a pratiquement plus d'activité. Ce n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres. Vous savez, quand il y a un problème sociopolitique, ça rejaillit nécessairement et indubitablement sur l'économie de tous les pays de la sous-région. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son avenir, Franck? William, pardon. J'ai bien envie de dire 2 mots sur l'économie. William, oui. Vous savez, pour moi, s'il y a un pas qui est véritablement fait dans la CEDEAO, c'est l'intégration économique. Parce que nous n'avons pas encore réussi à avoir des frontières très étanches. Nous sommes restés un peu sur les aspects coloniaux. Nos frontières, elles sont poreuses, elles sont socioculturelles. Les langues suffisent pour lever toutes les barrières et entrer entre le Bénin et le Togo ou entre Ifani et le Nigeria. Ça passe. Et c'est pareil presque dans toute la sous-région. Aussi, on a des mécanismes d'intégration monétaire. Ça ne pas un travail en tant que tel qui a été fait par la CEDEAO, c'est tout naturel. Non, mais la CEDEAO a préservé cela. Ce que des organisations d'intégration sous-régionale sur ce même continent n'ont pas pu faire. Le fait qu'il y ait l'UEMOA qui regroupe des pays francophones et un pays lusophone, cela a facilité, et partageant la même monnaie, cette intégration monétaire et financière favorise aussi un peu l'intégration économique. Là-dessus, je pense que c'est intéressant. Souvenez-vous, sur la COVID-19, des frontières étaient officiellement fermées, mais l'activité économique se déroulait encore entre des États. Mais il y a eu des couacs, les crises politiques notamment. Quand un pays de la CEDEAO est obligé de sortir un communiqué pour dire que son port ne peut plus aujourd'hui prendre des produits à destination de notre pays, alors que nous parlons de libre circulation des personnes et des biens en raison d'une crise politique. Je le rappelle, il y a eu un contexte qui a amené à ce communiqué. Ça voudra dire que, d'une manière ou d'une autre, ces crises ont pu avoir un impact sur cette intégration économique qui se faisait, on ne peut plus difficilement. Maintenant, quand j'en viens à la question de l'avenir de la CEDEAO. Moi, je pense qu'elle est à refaire. Et la doctrine, la science, que ce soit la science politique ou le droit ou toutes les sciences de l'État, on fait d'énormes travaux sur l'avenir de la CEDEAO. L'avenir de la CEDEAO est hypothéqué par les événements actuels. Et aucun devin, malgré toute sa capacité de prédiction, ne peut aujourd'hui jurer. Qu'est-ce qu'il faut revoir alors? Pour moi, très belle question, Franck. Moi, je pense aujourd'hui dans la CEDEAO qu'il faut davantage impliquer le Parlement de la CEDEAO. Moi, je pense que c'est une instance
qu'il faut davantage faire fonctionner. Vous direz que à l'intérieur des États, les parlements fonctionnent, mais que les gouvernants arrivent à faire passer davantage leurs décisions. Mais je pense qu'avec un parlement un peu plus fort, comme le Parlement européen, aux côtés de la Commission européenne ou de toutes les instances de l'Union européenne, on pourrait davantage déposséder la conférence des chefs d'État et de gouvernement de certains pouvoirs, certains pouvoirs qui reviendraient d'un point de vue un peu plus légitime à des élus parlementaires émanant des États. Peut-être que c'est une expérience qui marcherait. Maintenant, moi, je parlerai également d'indépendance financière, parce que la dépendance financière vis-à-vis de certaines puissances occidentales chosifie, c'est le mot que je trouve, et je trouve qu'il est bien placé, chosifie la CEDEAO par rapport à cette question, qui a des positions extrêmement versatiles, c'est de la renégatie de haut niveau, et quand c'est comme ça, pour moi, ça n'avantage pas ces États. Vous alliez sur d'autres planètes pour nous amener des hommes nouveaux. Sinon, le Parlement dont vous parlez, je ne sais pas, je ne sais vraiment, je suis sceptique, je ne sais pas si ça va fonctionner tel que vous l'espérez, William. Vous avez aujourd'hui la conférence des chefs d'État qui prend des décisions, parfois c'est respecté, parfois c'est pas respecté. Dans la majorité des cas, c'est pas respecté. Et même lorsque on voit un peu la pratique démocratique telle qu'elle se fait aujourd'hui en Afrique, si vous amenez même des parlementaires dans cette instance-là, je me demande si les décisions qui sont prises... William parle comme si on ne sait pas comment est-ce que le Parlement se comporte au sein des États. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et donc, ce n'est pas Parlement... Lorsque vous voulez comparer, par exemple, le Parlement de la CEDEAO au Parlement de l'Union, je ne sais pas, quelque part dans l'Hexagone, c'est pas les mêmes choses. Les gens, ils réfléchissent. Les gens ont à cœur le développement de leur pays là-bas. Ils ne votent pas les lois la nuit. Non, voilà. Ils ne votent pas les lois la nuit. Et je me demande si véritablement une telle solution va marcher. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, dissoudre la CEDEAO, parce que de plus en plus... de plus en plus, la CEDEAO est sur des revers. On n'avance pas lorsqu'il s'agit des crises, alors que ça fait partie des vocations de la CEDEAO de régler les crises quand ça survient sur le continent. Vous avez vu les 3 États, on n'a pas pu gérer les crises, les 3 États sont partis. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. À qui le tour? On ne sait pas quel type de solution il faut apporter. La CEDEAO nous a montré toute son efficacité dans la gestion des crises. Finalement, elle sert à quoi? C'est vrai que sur le plan économique, il faut ça marche parce qu'on a quand même un vaste marché de consommation et surtout de disponibilité de matières premières. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que le Maroc fait la cour depuis à cette organisation pour l'intégrer, parce que justement c'est une grande opportunité, Eric. C'est vrai. Ça reste une opportunité, mais après, il faut préserver cela pour que cela soit profitable pour tous les États. Moi, je pense que la CEDEAO n'existe pas sans ses États membres. Et si elle doit pouvoir aujourd'hui faire véritablement quelque chose, c'est à l'intérieur de ces États. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous continuons par avoir des États où la démocratie est complètement agitée, nous aurons une organisation déséquilibrée. Il faut aller donc sensibiliser au niveau de chaque État, les chefs d'État, puisque ce sont les mêmes qui composent la CEDEAO. Autrement, nous allons toujours continuer par vivre les mêmes situations. Tant que des chefs d'État à l'intérieur de la tête de leurs États vont trouver toujours les moyens de réviser les constitutions, de toucher les tests électoraux, de créer des crises politiques et tout ça, la CEDEAO viendra toujours jouer les sapeurs-pompiers. Et elle n'a pas suffisamment, véritablement, de moyens pour régler véritablement ces problèmes-là. Parce que, ne l'oublions pas, quand on a musclé un peu le temps du côté du Niger, du Mali, ça n'a absolument rien donné. Parce que, bon, la CEDEAO elle-même, à part les discours, elle sait que dans le fond, véritablement, elle ne dispose pas des moyens d'affront pour restaurer la question donc de la suspension de la participation de ces États aux instances de l'organisation, les fermetures de frontières, etc. sont quand même des mesures coercitives qui parfois font mal aussi. Quand on a fini de faire tout ça pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, nous sommes toujours là. Alors quel défi, pour sa survie aujourd'hui? Le Parlement, ça marche, à votre avis, à 100% vraiment? Le Parlement, ou carrément on réécrit les tests? Ou bien on invente carrément une autre organisation? Au temps fort de la crise du Niger, si tu me le permets, on a entendu l'honorable Issa Salifou
qui est membre d'une commission qui s'occupe des questions de paix et de sécurité, qui a estimé que jusqu'à l'instant où lui se prononçait, la commission n'a pas été saisie, par exemple, sur le cas de Niger. Mais par contre, les présidents ont déjà pris des sanctions, des décisions étaient déjà prises. Vous voyez un peu ce déséquilibre. Une commission qui est censée jouer un rôle, on ne la consulte pas, on ne prend pas son avis, absolument rien, et on prend des décisions, des sanctions tombent au niveau des chefs d'État. Voilà. Donc je pense que ça fait partie également des problèmes qu'il faut régler. C'est ce pourquoi moi je parle d'un Parlement un peu plus puissant. Le Parlement un peu plus puissant est un filtre pour les sanctions, par exemple. Vous savez, du point de vue du droit international humanitaire, des sanctions précises des États de la CEDEAO sur certains des États membres sont inimaginables, ne respectent aucune norme. On empêche par exemple un couloir humanitaire après une fermeture de frontières alors que des gens croupissent derrière une frontière et vous parlez d'intégration sous-régionale et vous avez signé une charte, vous avez signé un protocole. Cela ne rime à rien en fait. Et moi je pense que cela va humaniser les rapports entre les différents gouvernants. La superpuissance ou l'hyper-machine que constitue la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour moi était une aspiration de 1975 qui ne répond plus aujourd'hui aux exigences de 2023. Pour moi, de 2024. Pour moi, il faut une conférence des chefs d'État et de gouvernement moins forte sur certaines décisions, et notamment sur l'application des sanctions dans certains cas et du type de sanctions qu'il faut. Notamment également dans l'intégration économique, je pense qu'il faut un pas vers un peu plus d'effectivité. Pourquoi pas la monnaie commune? Je pense que beaucoup de choses nous divisent encore et pourraient mieux nous unir si nous y allions dans la CEDEAO. Et les projets ne manquent pas. Qu'est-ce qui bloque? Ceux qui ont intérêt à manipuler la CEDEAO à la guise pour des fins politiques au moment où sur des questions substantielles. Parce que ne l'oublions pas, hein, c'est au fil du temps que la CEDEAO est devenue un instrument d'intégration sous-régionale à visée politique. Au départ, l'ambition était purement et simplement économique parce que du point de vue historique, tous ces territoires avaient un passé économique, sociologique aussi. Il n'y avait pas de frontières en ces territoires. C'était l'ambition au départ, en fait. Franck, quels sont les défis? Les défis aujourd'hui, je crois que la CEDEAO doit soigner son image. La CEDEAO doit pouvoir redorer son blason en termes de décisions applicables et qui aient des effets, parce que nous sommes dans une nouvelle génération de crise. Vous voyez, on en parlait des coups de force. Aujourd'hui, c'est une façon déguisée de mettre de côté la Constitution pour mettre en bas le processus démocratique en cours dans les pays. Demain, on ne sait pas l'intelligence des chefs d'État, ce que ça peut créer. Et donc, ce sont en fin de compte les populations qui paient le lourd tribut dans cette affaire. Moi, je pense que, je ne sais pas trop, mais est-ce qu'il y a possibilité de mettre à la tête de la CEDEAO un organe purement technique qui soit plus fort que la conférence des forces... La commission est technique, mais pas plus forte que la conférence des chefs d'État. Non, ce que je dis, ce sont les chefs d'État... Il faut créer une instance, un organe peut-être pour renforcer... Pour le mettre au-dessus peut-être de la conférence des présidents. Voilà. J'avoue que... Bon, c'est vrai que c'est des présidents, sinon je ne vois pas la pertinence de leur poids sur l'organisation quand on sait que c'est pour une intégration socio-économique, notamment dans la sous-région. C'est pourquoi c'est d'ailleurs devenu très politique. Parce que c'est ceux qui créent les crises qui veulent encore régler ces crises-là. Qui sont membres de ces Il y a une certaine un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Quand avec la crise du Niger, vous avez vu l'interview de Macky Sall au Nigeria. Il y avait à côté de lui Patrice Talon et puis tout ça. Bon, aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Bon, quel est ce président? C'est Ouattara maintenant qui va dire quoi à Macky Sall? Je ne sais pas. C'est comment ça va se passer? Oui, il peut dire, monsieur, revenez à l'ordre constitutionnel, etc. Mais lui, Macky va lui rappeler peut-être son affaire de troisième mandat. Voilà, quand lui... Et puis quelqu'un peut dire, il est moins placé encore. C'est le doyen. Non, c'est le jeune doyen. C'est le jeune doyen. Il peut conseiller les plus jeunes. Sauf qu'on va lui rappeler qu'il y a longtemps qu'on a fait... Lui-même, les roues de la Côte d'Ivoire. Quels sont les défis de la CEDEAO aujourd'hui pour vraiment renaître? Ou carrément faut-il ranger cette affaire-là et
et aller vaquer à autre chose? Non, déjà tout de suite, n'allons pas peindre toute la page en noir. On sait que sur le plan économique, la CEDEAO a fait un gros travail aujourd'hui en termes de libre circulation des personnes et des biens. Quand vous observez comment le flux économique se développe entre les États membres de l'Afrique de l'Ouest, ça fait beaucoup plus plaisir et on sent que ces pays sont vraiment intégrés, surtout déjà de par leur culture, sur le plan économique et autres. Maintenant, le véritable problème se situe au niveau de la gouvernance des chefs d'État. Moi, je pense qu'au-delà des défis, il faut d'abord commencer par parler d'éthique. C'est vrai qu'en politique, on ne voit pas que l'éthique, mais ici, il faut beaucoup plus parler d'éthique. En ce sens que quelqu'un l'a dit ici, d'ailleurs, sur le plateau, que ce sont la même personne qui crée les problèmes qui se retrouve en train de les corriger. Nous avons vu par le passé quelqu'un qui a forcé un 3e mandat et avec le sang versé de sa population. Nous avons vu également d'autres qui n'ont pas respecté leur constitution et ils se sont vus éjectés par des militaires. Nous voyons aujourd'hui un autre qui s'accorde une rallonge de mandat de façon plus ou moins constitutionnelle entre griffes en sortant les députés opposants du Parlement pour que ces députés à lui votent justement cette rallonge. Je pense que nous avons du pain sur la planche et sur ce point, effectivement, il faudra voir dans quelle mesure accorder un peu plus de pouvoir au Parlement de la sous-région. Tout simplement parce que c'est vrai que les chefs d'État représentent aussi le peuple, mais les parlementaires représentent encore plus le peuple. Ils sont beaucoup plus au fait de ce que vivent les peuples à l'intérieur et à la base. Donc ce qui veut dire que même si on sait déjà que les parlements fonctionnent d'une certaine manière, parfois guidés par le désirata des chefs d'État qui les cautionnent d'une certaine manière, on sait quand même que dans le même temps, il y a certains qui sont beaucoup plus soucieux du développement des populations à la base parce qu'au finish, ils vont toujours rendre compte à leur population à la base. J'espère que vous savez ceux qui sont là-bas, ils sont désignés au niveau des parlements. Je sais, d'une certaine manière, ce n'est pas sans l'avis de ces chefs d'État-là qui gouvernent et qui font tout pour tripatouiller les... Déjà, Issa Salifou a été assez précis, par exemple. Il a été très précis là-dessus et il a dit, Issa Salifou a été le tout premier à dire qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Il a dit clairement, il n'y aura pas d'intervention militaire parce que nous n'avons même pas été saisis de la question. Ce qui veut dire que quand vous avez un parlement... On n'avait pas besoin du parlement de la CEDEAO pour envoyer des militaires. C'est tout le verrou qui manque. C'est justement la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui accorder un peu plus de poids à ce parlement de la sous-région qui va certainement faire des résultats. On va permettre à Aurélie de conclure. Donc si on donne beaucoup plus de prérogatives à ce parlement, je pense qu'il va pouvoir donner beaucoup plus de résultats positifs parce que au-delà de tout, nous le voyons souvent que les chefs d'État qui sèment à la fois les grains de discorde et qui à la fin se retrouvent entre eux et se disent écoutez, nous n'accordons pas, nous ne pouvons pas apprécier ce qui se passe parce que là, les décisions de la CEDEAO telles que nous les voyons aujourd'hui ne sont pas de nature à encourager ceux-là qui devraient faire confiance à la CEDEAO. Vraiment, c'est là que se pose tout le problème. On va fermer ce moment de discussion, chers amis. Merci beaucoup d'y avoir contribué. Je rappelle qu'on a parlé de la CEDEAO et de son avenir avec le constat tout d'horizon de ce qu'elle vit actuellement, côté politique et côté économico-social. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Passez une très bonne journée.